Il est bien là? Oui. Très bien. Donc, dans quoi tu as entendu cette chanson? Si je te mets ça. La pub Nutella. Devenir indissociable d'une pub, d'une série, d'une émission télé, c'est pas vraiment le but d'une chanson. Mais ça peut rapporter gros, voire très gros aux musiciens. Ça porte un nom, la synchronisation musicale, la synchro. Derrière ce terme, de l'argent, des métiers bien spécifiques où se mélangent l'art et le business. En bref, tout ce qui nous intéresse dans Cache Musique, l'émission qui ouvre le portefeuille de l'industrie musicale. La synchronisation, c'est simplement faire correspondre de la musique avec des images afin de leur donner une force en plus, de l'émotion positive ou négative, de l'entrain, du lyrisme, etc. C'est désormais l'un des piliers de l'industrie musicale, comme l'explique notre journaliste maison, Jean-Baptiste Roch. Avec la crise du disque et les revenus aléatoires du streaming, le filon de la synchro s'est développé depuis à peu près une quinzaine d'années. Il est plus difficile pour un artiste de vivre de sa musique. Aujourd'hui, il y a principalement les concerts et effectivement la synchro qui permet de ramener un peu d'argent. Ah mais oui, Kate Bush, oui, qui est dans... Maintenant, tout le monde l'écoute à cause de Stranger Things. Là. On se souvient en effet de ça. Stranger Things, sur Netflix, a offert un revival à Kate Bush et lui a permis d'empocher un petit pactole au passage. Pas besoin d'aller aussi loin, en France, le duo parisien Charlotte Fever a réussi à placer 2 chansons dans la plus française des séries américaines sur Netflix, Emily in Paris. Les 2 morceaux apparaissent pendant, je sais plus, il y en a un c'était 1 minute et l'autre pendant 30 secondes dans Emily in Paris. C'est comme une sorte de casting où en fait il n'y avait pas que nous. D'ailleurs la BO de Emily in Paris, c'est beaucoup de groupes indés français finalement. Ils vont vraiment chercher dans une sorte de catalogue. Ces catalogues-là, ils sont fournis par grossièrement des labels. Et en gros, c'est les prods de Netflix qui vont taper Happy, Love, French Music, qui vont tomber sur plein de groupes. Après, ils le proposent à la production, à Emily in Paris. Et Emily in Paris, ils vont casser. Donc en fait, ça, c'est des mois et des mois et des mois. Et voilà. Plus rien n'a d'importance, c'est la fin des vacances. Mais comment un duo d'électropop indépendant parisien se retrouve dans une série américaine diffusée sur une plateforme mondiale? Potentiellement grâce à des gens comme Guillaume Heinzmann. Lui est cofondateur d'Alterca, société spécialisée dans l'édition musicale et la synchro. Éditeur, c'est à la fois l'un des métiers les plus obscurs de la musique, mais aussi l'un des plus essentiels. Ça passe par tout ce qui est possible de faire pour qu'il y ait des diffusions publiques d'œuvres. Donc ça peut être trouver un tourneur, ça peut être trouver un label, ça peut être de placer des œuvres en radio, en télé, tout ce qui génère des droits d'auteur. Et ça peut être aussi notamment trouver des synchronisations, puisque quand il y a une synchronisation, il y a de l'argent qui est facturé par l'éditeur, et puis ensuite il y a de la diffusion publique, en télé s'il y a de la télé, sur le web, ces diffusions vont donner lieu à des collectes SACEM et des répartitions SACEM. Écrite par un artiste, proposée par un éditeur, sélectionnée par un superviseur musical, une chanson en synchro dans une pub, une série ou un film permet à son auteur-compositeur-interprète d'arriver aux oreilles du grand public. Les gens, ils ont valorisé notre projet. Ça l'a valorisé de passer dans une série. Ce qui est, à mon sens, un peu triste de se reposer que sur ça, mais c'est la réalité pour plein de gens. Maintenant, les gens ils me disent « Ah, c'est la chanson d'Emily in Paris ». Bon, tant mieux. C'est 2 morceaux qui ont commencé à streamer et c'est les premiers morceaux qui ont commencé à taper le 100 000 écoutes et plus aujourd'hui en fait. Mais ça a été très vite. Et ça rapporte combien tout ça? Emily in Paris, ça rapporte, il me semble, 4 000 le morceau. Après, il faut rediviser, resplitter entre tous les partenaires professionnels en fonction aussi de ce que tu as négocié avec ton label et ton éditeur. Tu peux recevoir 2% comme tu peux recevoir 50%. Et nous, du coup, on a touché après 3 intermédiaires, donc loin de 4 000 € quoi. Avec notre morceau qui s'appelle La fille du ciel, on a été synchronisé pour Grey Goose sur une publicité qui passe un peu partout, mais qui est pour l'instant web. La pub, il y a plus d'argent. Ça nous a servi à payer l'ingé mixage, l'ingé mastering, et peut-être qu'on a mis un petit peu d'argent aussi dans un clip, c'est bien probable. Peut-être dans un synthé un peu cher, non, ça je plaisante. C'est de l'argent qui tombe, qui peut tomber
assez facilement, assez rapidement. Il y a une part de fantasme aussi dans la synchro, parce que tu peux avoir des campagnes pub télé très importantes pour le monde, pour des grands territoires où il y a beaucoup d'argent. Tu peux avoir des synchros à plusieurs centaines de milliers d'euros, donc un petit côté un peu loto et casino qui est assez excitant là-dedans. Alors que par ailleurs, un développement de carrière, on sait que ça passe par des étapes, voilà, tourner, petite salle, vendre, développer, monter, progresser, enfin, c'est un développement. Comment tu fais en fait pour développer un projet indépendant et avoir accès de temps en temps à des médias de masse? La synchro, c'est un vrai débouché, parce que mine de rien, les agences, les music supervisors, même les music supervisors de grandes marques prennent beaucoup plus de risques musicaux en pub que ne le font les radios, à mon sens, ou la télé. L'insynchro, c'est un peu comme si tout le monde était gagnant. D'un côté, l'artiste gagne une rondelette somme d'argent qui lui permet soit de financer son projet musical, voire carrément de se faire une rente. Et il peut faire circuler son nom. De l'autre, l'éditeur, lui aussi, peut justifier son activité. Mais cette synchro ne serait-elle pas aussi un miroir aux alouettes? C'est un truc où il faut faire attention, c'est que des gros éditeurs, il y en a plein. Et en fait, leur promesse, elle est dans leur catalogue. On voit des énormes artistes dedans et tout ça. Et en tant que jeune artiste, on a envie de courir à ces gros éditeurs. Mais en fait, ces grosses synchros-là, elles seront visées toujours pour les gros artistes et pas pour les petits. Ça peut être dangereux. Voilà, il y a des gros éditeurs qui sont bien, hein, mais voilà, il faut toujours prendre les propositions avec des pincettes. Il faut le voir comme un complément quand même, et comme quelque chose d'incertain. Parce que par définition, nous, même si on fait beaucoup de synchro et que c'est un de nos axes principaux de travail, on tient toujours le discours de vérité qui est qu'on propose des titres et ce sont les music supervisors qui disposent, on ne leur impose rien. Partant de là, tu as quand même quelques exemples d'artistes qui vont rentrer dans un cercle assez vertueux de synchro. Ça va pas être des millions d'euros, ça va juste être des quelques dizaines de milliers d'euros qui vont arriver sur une année, qui vont ensuite faire des droits de diffusion. On revient derrière sur ce qu'on a dit au début sur les droits de diffusion à la SACEM. Et donc des longues traînées de droits sur quelques années. Donc en fait, c'est de la construction. En 2019, la synchronisation, c'était en France un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros et c'est en constante progression d'année en année. Ça a de quoi notamment attirer évidemment les majors qui se sont dotés de services spécialisés dans l'édition, mais il n'y a pas qu'elle. Cette exploitation des droits d'édition est devenue une manne financière qui intéresse beaucoup les majors, mais aussi des fonds de pension qui n'avaient rien à voir avec le milieu de la musique, à tel point qu'on a vu par exemple ces derniers temps des artistes majeurs du rock comme Bob Dylan, Neil Young, ou des artistes de la pop, Shakira, Ed Sheeran, Bruno Mars, vendre tout ou partie de leur catalogue à ce genre de structures qui ont pour but ensuite de faire vivre et d'exploiter ces catalogues et pour en tirer évidemment les profits les plus importants. Et ces catalogues se vendent pour certains, notamment ceux de Bob Dylan ou de Neil Young, pour plusieurs centaines de millions de dollars. Et derrière, les structures qui achètent ces catalogues ont évidemment un business plan qui leur promet sans doute des profits bien supérieurs à l'investissement initial. Ça c'est Face, non? La pub pour Apple? Let's go. Bien wesh. Dans les années 2000, en pleine crise du disque, la synchro a permis à l'industrie de trouver une nouvelle béquille, tout en permettant à de petits artistes chanceux de se faire connaître. Aujourd'hui, l'industrie se porte bien mieux, comme on l'a expliqué dans les précédents épisodes de Cash Music. Et ce filon de la synchro, avec en creux celui de l'édition musicale, est devenu un pilier aussi discret qu'essentiel. Surtout qu'avec la surmultiplication et l'internationalisation des supports, comme les plateformes de streaming ou le web, cette course à la synchro continue de faire particulièrement envie. Cash Music, c'est fini pour cette saison. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques mois pour de nouveaux épisodes. En attendant, pensez à vous abonner à la page YouTube de Télérama, ça fait plaisir. Et ça, c'est le grand journal. Bravo. Et qui chante aussi? Superstation, Stevie Wonder du coup. Yes.